J'ai toujours détesté l'odeur de l'huile pour arme à feu. Ce n'est pas juste une odeur, c'est une empreinte, une marque qui s'infiltre partout où elle passe. Mes vêtements, la doublure de mon vieux sac à dos en toile, même les poils rêches sur le dos de mes mains. Et pourtant, me voilà, accroupi sur le linoléum fissuré du vestibule, un Remington .08 posé en travers de mes genoux, l'odeur âcre de l'huile me soulevant le cœur. Les premières lueurs de l'aube rampent sous les stores, déversant une lumière blafarde, grise comme un ventre de poisson. Dans la cuisine, mon père s'affaire autour de la cafetière, pestant à voix basse comme il le fait toujours quand il est nerveux. Le bruit emplit l'espace entre nous, un rythme incertain, presque maladroit. Aujourd'hui, nous repartons vers le nord, au fin fond des bois du Michigan, là où nous allions avant Léa, avant que ça n'arrive. Le fusil pèse plus lourd dans mes mains tandis que je glisse une nouvelle cartouche dans le chargeur. Le geste est automatique, répété des centaines de fois, mais mes doigts tremblent malgré moi. 10 ans se sont écoulés depuis ce voyage qui a brisé notre famille. 10 ans depuis que le rire de Léa a cessé de résonner dans la maison. Il y a un avant et un après. C'est ainsi que je vois les choses. L'avant, quand nous n'étions que des gamins, quand la vie était simple et belle. Et l'après, où le silence a tout envahi, lourd, étouffant, nous engloutissant tous. Nous étions des enfants. J'avais 10 ans. Léa en avait 8. Ce voyage était censé être l'une de ces sorties père-fils-fille dont mon père parlait si souvent. Mais la forêt avait d'autres plans. Une minute, nous marchions derrière lui, au milieu des arbres serrés et sombres, et l'instant d'après, nous étions perdus. La forêt semblait vivante, mouvante, cherchant à nous séparer. Mon père m'a retrouvé des heures plus tard, recroquevillé sous un arbre pourri, le corps raide, les yeux ronds comme la lune. Je n'arrivais même plus à pleurer. Un seul mot franchissait mes lèvres, encore et encore. Dogman. Les équipes de recherche ont fouillé les bois pendant des jours. Quand ils l'ont finalement retrouvé, ce qu'il en restait, personne n'a voulu dire les choses telles qu'elles étaient. Le mot qu'ils ont utilisé était mutilation, de celle dont on ne revient pas. Ils ont accusé un ours. Certes, les empreintes étaient étranges, mais les ours sont des bêtes imprévisibles. C'est ce qu'ils disaient, en tout cas. Mon père n'y a jamais cru. Il a vu les traces, lui aussi, trop grandes, trop anormales. Encore aujourd'hui, les souvenirs me reviennent en éclats tranchants, comme des morceaux de verre s'enfonçant dans mon esprit. La chose tapie dans les bois, ses mains massives et griffues, l'air autour de nous vibrant de sa présence. Mais son visage, un vide. Mon esprit refuse de le voir, ou peut-être qu'il ne peut pas. Seulement des ombres, du bruit, et l'écho des cris de Léa. Pendant des années, je n'ai plus dormi. Quand je finissais par sombrer, je me réveillais dans des endroits étranges, dans le jardin, sur le perron, une fois même au bord du ruisseau. Le thérapeute disait que mon cerveau tentait de retrouver Léa, de la chercher dans les lieux où elle avait disparu. Mais tout ce que j'ai jamais trouvé, c'est davantage de vide. Je croyais avoir avancé, d'une certaine manière. Les cauchemars sont moins fréquents et le somnambulisme a fini par cesser. J'ai même réussi à me construire une vie, 2e année à Michigan State, étudiant en sciences de l'environnement. Mais parfois, il y a quelque chose qui me ramène en arrière, un murmure du passé que je n'arrive pas à effacer. Mon père, lui, n'a jamais avancé. La mort de Léa l'a détruit. Elle a détruit son mariage, détruit toute chance qu'il avait de rester l'homme qu'il était. À la place, il est devenu autre chose. Obnubilé, il s'est plongé dans chaque légende, chaque photo floue, chaque récit embrouillé sur le Dogman. Il a cartographié les apparitions, recoupé des témoignages, rempli des carnets de théories que personne ne voulait entendre. 10 ans plus tard, son obsession a pris une tournure fiévreuse. Il est convaincu que la créature suit un cycle, qu'elle est sur le point de réapparaître. Ce voyage n'a rien à voir avec la chasse aux cerfs. Il veut traquer ce qui a tué Léa. Il ne l'a pas dit clairement, mais il n'en a pas besoin. Je le vois dans son regard, cette lueur folle que j'ai déjà vue le jour où nous avons enterré ma sœur. Je me répète que je suis là pour veiller sur lui, pour l'empêcher de faire une connerie. Mais une part de moi, une part enfouie, secrète, espère qu'il a raison. Espère que nous allons retrouver le monstre et mettre fin à ce cauchemar, une bonne fois pour toutes. Le fusil est chargé maintenant. Je le pose à côté de moi et essuie mes mains sur un vieux chiffon, tentant d'effacer l'odeur de l'huile et de la graisse. La lumière derrière les stores s'intensifie, projetant de longues ombres squelettiques sur le sol. Mon père apparaît dans l'encadrement de la porte, 2 thermos de café à la main. Son visage est marqué, creusé par des années de nuit blanche et de culpabilité. « Prêt, Ryan ?» Sa voix est rauque, presque un grondement. « Ouais, je réponds, même si je ne suis pas sûr d'y croire moi-même. » Nous chargeons le camion en silence. Le poids de l'équipement, fusil, tente, provisions, semble bien plus que de simples objets. C'est le poids de 10 ans de chagrin, de colère, de vérité jamais dite. Le trajet vers le nord est long.
la route s'étirant à l'infini sous l'aube grise. Aucun de nous ne parle. Il n'y a plus rien à dire, seulement la forêt qui nous attend et tout ce qu'elle a encore à nous montrer. Le voyage devient flou. Les lignes de l'autoroute se fondant les unes dans les autres, le ronronnement du moteur comme une bande-son monotone. Je devais avoir fini par somnoler, parce que, la seconde d'après, je ne suis plus dans le camion. Je suis de retour dans les bois, le rire de Léa clair et perçant comme un cri d'oiseau, agrippant ma manche. Elle sourit, ses cheveux captant la lumière en flammes rousses tandis que le soleil filtre à travers les arbres. Comme toujours, je la suis, sa petite main m'entraînant plus loin. Mais la lumière change, elle devient plus sombre. Le soleil remplacé par des faisceaux tranchants perçant un couvert oppressant. Le rire de Léa se tord en un cri, aigu, désespéré, lacérant l'air comme une lame. Les feuilles mortes craquent plus fort sous mes pas, un bruit sourd résonne dans les fourrés. Quelque chose de massif surgit devant moi, une ombre immense et anormale, ses contours défiant toute logique. Avant que je puisse discerner son visage, si tant est qu'elle en ait un, quelque chose de plus froid, de plus obscur, s'insinue dans le rêve. C'est la partie que je ne me suis jamais autorisé à voir. La partie qui m'attend dans les recoins de mon esprit, prête à frapper lorsque je baisse ma garde. Le camion heurte une bosse, me projetant dans la réalité. Mon torse se soulève brusquement tandis que j'aspire une grande goulée d'air, les lambeaux du rêve s'accrochant encore à moi comme des toiles d'araignée. Mon père jette un coup d'œil dans ma direction, ses yeux passant furtivement de la route à moi, une ombre d'inquiétude creusant les traits de son visage. « Mauvais rêve » demande-t-il, essayant de garder un ton neutre. Je hoche la tête en me frottant les yeux. « Ouais », je murmure, « juste... Léa ». Il ne répond rien, il garde les yeux fixés sur la route. Le silence entre nous est seulement troublé par le grondement des pneus et le cliquetis lointain du matériel à l'arrière. Le paysage change au fur et à mesure que nous nous enfonçons vers le nord. L'autoroute plate cède la place à des collines ondoyantes, puis à des forêts denses qui s'étirent à perte de vue. C'est beau, d'une beauté brute, indomptable. Mais il y a autre chose aussi, une lourdeur dans l'air, comme si la terre elle-même se souvenait. La cabane apparaît au détour du chemin, alors que les derniers rayons du soleil s'étirent en bandes fines et dorées à travers la clairière. Elle est plus petite que dans mes souvenirs, le bois vieilli se fondant presque dans la lisière des arbres. Elle est toujours la même, un vestige de notre passé familial. Mais là où je voyais autrefois de la chaleur, le rire de Léa sur le perron, la voix de maman nous appelant pour le dîner, il n'y a plus que du silence. Mon père gare le camion et nous en descendons dans l'air froid et net. L'odeur de pin et de terre humide nous entoure, mais il y a autre chose, une légère note métallique que je n'arrive pas à identifier. « Prends tes affaires », dit mon père en hissant un sac sur son épaule. Je hoche la tête, jetant mon propre sac sur l'épaule avant de le suivre jusqu'à la cabane. L'intérieur m'est à la fois familier et étranger. Les mêmes vieux meubles sont toujours là, mais la pièce est encombrée maintenant, couverte de cartes, de carnets, de piles d'articles imprimés. Un musée dédié à l'obsession de mon père. Chaque recoin, un témoignage des années qu'il a passées à poursuivre une ombre. « Tu as entendu parler de l'observation près d'Alpena ?» demande-t-il, en déroulant l'une de ses cartes sur la table. Son ton se veut détaché, mais la tension qui l'habite est palpable. « Ouais, je réponds en essayant d'avoir l'air intéressé. Tu m'en as parlé la semaine dernière. » Nos regards se croisent, et un instant, je crois voir quelque chose vaciller dans son expression. Du doute peut-être, mais c'est fugace. Presque aussitôt, il remet son masque de détermination. « Je dois y croire, Ryan, dit-il d'une voix basse. Si je n'y crois pas... » Il ne finit pas sa phrase, il n'en a pas besoin. Après avoir déballé nos affaires, je sors prendre l'air. La cabane est trop petite, trop étouffante. La forêt s'étend autour de moi, sombre et silencieuse, d'un silence si dense qu'il semble appuyer sur mes tympans. Les arbres sont hauts, leurs branches nouées les unes aux autres comme des doigts osseux. La dernière lueur du jour s'efface peu à peu, laissant la clairière plongée dans l'ombre. À l'intérieur, mon père prépare la journée de demain, ses gestes précis et méthodiques. Je l'observe depuis l'embrasure de la porte tandis qu'il range des provisions dans un sac à dos usé par le temps. Ses mains bougent avec assurance, mais il y a une raideur dans ses épaules, une tension qui n'était pas là avant. « On partira tôt, » dit-il sans lever les yeux. « Il faut être sur place au lever du jour. » Je hoche la tête, mais un malaise me tord l'estomac. Je connais ce rituel, c'est toujours le même, chaque année. Mais cette fois, quelque chose est différent, plus lourd. Comme si nous étions sur le point de franchir une ligne dont il serait impossible de revenir. L'air du matin est mordant, chargé des parfums mêlés du pain et de la terre humide. Il s'installe dans mes poumons, tranchant et ancré dans le réel, alors que mon père et moi nous enfonçons plus profondément dans la forêt. Le terrain ici semble appartenir à un autre monde, sauvage, indompté, ancien.
j'ai déjà parcouru ces bois, mais aujourd'hui, le poids du passé et l'ombre de ce que nous traquons rendent chaque pas étranger, irréel. Le craquement d'une brindille sous nos bottes, le bruissement d'une créature invisible dans les buissons, tout me met les nerfs à vif. Mon père n'aide en rien. Ses mouvements sont rigides, calculés, son regard fouille les ombres comme si les arbres eux-mêmes pouvaient surgir pour nous happer. Son silence est tranchant, presque douloureux. Mes pensées s'échappent, attirées par des souvenirs que je désire autant que je redoute. La voix de Léa flotte dans mon esprit, légère, taquine. « Attrape-moi, Ryan !» Son rire emplissait autrefois ces bois, lumineux, insouciant, alors qu'elle filait devant moi, toujours plus rapide, toujours plus intrépide. Je me souviens du soleil perçant à travers la canopée, projetant sur le sol des éclats d'or et des ombres mouvantes. Le souvenir est si intense que, l'espace d'un instant, j'ai l'impression que si je tourne la tête assez vite, elle sera là, m'attendant avec son sourire malicieux. Mais elle n'est pas là, elle ne l'est jamais. Mon père s'arrête soudainement et s'accroupit au sol. Sa main plane au-dessus d'une empreinte à demi effacée dans la terre. Je me penche par-dessus son épaule et un frisson me parcourt l'échine. Ce ne sont pas des traces de cerf, trop grandes, trop irrégulières. Le schéma des pas est étrange, anormal, comme si la chose qui les avait laissés n'avait rien à faire ici. La voix de mon père, à peine plus qu'un souffle, est chargée d'une énergie troublante. « Il est passé par là, Ricky », murmure-t-il, en effleurant du doigt le contour d'une empreinte. « Je te le dis, il est proche. » Je ne réponds pas tout de suite. Mon instinct me dit de balayer ça d'un revers de main. Juste un ours peut-être, ou un autre grand animal, mais une ombre de doute s'insinue en moi. Une part de moi se souvient de ce que j'ai vu ce jour-là, cette silhouette qui ne bougeait, ni comme un ours, ni comme un loup. La même part de moi qui entend encore le cri de Léa dans mes cauchemars. Nous avançons plus loin, la végétation se refermant un peu plus à chaque pas. Mon père commence à marmonner pour lui-même, des bribes de récits de cryptides s'échappant de ses lèvres comme une litanie. Des cycles, dit-il, liés à la terre, au temps, tous les 10 ans. Sa voix s'éteint, son regard se perd au loin. Son obsession a toujours été intense, mais cette fois, elle semble plus sombre, plus dévorante. Nous installons un affût près d'une clairière que mon père considère comme un point clé. L'endroit offre une bonne visibilité, des couloirs de lumière et d'ombre s'étirant entre les arbres. Il est persuadé que le dogman passera par là, avançant comme un fantôme à l'heure dorée, juste avant le crépuscule. Son assurance ne me rassure pas, au contraire, elle me noue l'estomac. Les heures s'étirent, dans un silence pesant. La forêt respire autour de nous, discrète. Seul un oiseau chante de temps à autre, ou un chevreuil s'éloigne dans un bruissement de feuillage. Le soleil grimpe lentement, ses rayons filtrant à travers la canopée en traits effilés et irréels. Mes jambes s'engourdissent, mes muscles protestent contre le sol dur. Je scrute la lisière avec des yeux fatigués, espérant qu'un mouvement vienne briser la monotonie. Un lapin, un renard, n'importe quoi. Mais la forêt semble vide, comme si les créatures d'ici savaient qu'il valait mieux ne pas traîner dans les parages. Mon père, lui, ne bouge pas. Il est figé, son fusil posé en travers de ses genoux, son regard fixé sur l'ombre des arbres, comme s'il pouvait invoquer le dogman par la seule force de sa volonté. Cela m'inquiète, cette façon qu'il a d'être absorbé, d'être totalement convaincu. Un oiseau lance soudain un cri aigu, inattendu, et je sursaute. Je jette un coup d'œil à mon père, mais il n'a même pas scié. Je soupire et me redresse légèrement, resserrant ma prise sur mon fusil, simplement pour occuper mes mains. « Quelque chose ?» demandai-je à voix basse, tendue. Parler me semble presque un sacrilège, comme si rompre le silence risquait de briser l'équilibre fragile de cet endroit. « Pas encore », répond-il, sa voix tendue. « Mais il est là. Je le sens. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Alors je ne dis rien. Le temps s'étire, la lumière changeante annonçant la lente descente du soleil. L'air se refroidit, et un vent léger fait frémir les feuilles au-dessus de nous. Je frissonne, mais ce n'est pas le froid qui me dérange. C'est l'immobilité, l'étrange sensation que la forêt, elle aussi, retient son souffle. Enfin, papa pousse un soupir et abaisse son fusil. « On arrête là pour l'instant, » dit-il, sa voix lourde de déception. « On reviendra à l'aube, ce sera mieux ainsi. » J'acquiesce, un mélange de soulagement et de malaise pesant dans ma poitrine. Je me lève, étirant mes jambes endolories, la raideur rendant chacun de mes mouvements maladroits. Nous rangeons notre matériel en silence, alourdi par tout ce qui reste inexprimé. Alors que nous entamons le chemin du retour vers la cabane, la forêt semble se refermer sur nous, les ombres plus épaisses, l'air plus pesant. La marche est longue, chaque pas écrasant les feuilles mortes et les brindilles sous nos semelles. Le cri lointain d'un oiseau résonne faiblement, seul son troublant le silence oppressant. Je jette un regard à mon père, sa silhouette courbée sous le poids de son sac. Il a l'air épuisé, mais une lueur obstinée brûle encore dans son regard.
Je me demande s'il finira par trouver ce qu'il cherche, ou si cette chose l'a déjà trouvé lui. Le dîner est morne, un silence pesant plutôt qu'apaisant. Mon père et moi sommes assis face à face, à la petite table usée, le bruit des couverts raclant les assiettes étant le seul fond sonore. J'essaie de parler, de poser des questions sur demain, sur son plan. Mais mes mots n'atteignent pas leur cible. Ils glissent contre la paroi de ses pensées, contre les kilomètres de distance qui nous séparent. Il me répond par des grognements, des phrases à moitié formées, l'esprit déjà perdu dans les bois, à traquer les ombres qui le hantent depuis 10 ans. Lorsque les assiettes sont vides et la table nettoyée, nous nous éloignons l'un de l'autre, nous réfugiant chacun dans notre silence. À l'étage, dans la petite chambre exiguë, je m'allonge sur le matelas, trop dur, l'épuisement s'abattant sur moi comme une seconde peau. Mon corps me fait mal après la marche de la journée, mais le sommeil reste hors de portée. La pièce est plongée dans l'obscurité, à l'exception d'un mince filet de lune filtrant par la fenêtre, révélant les marques discrètes sur le plancher. Des traces que Léa et moi avons laissées il y a des années, en courant, en riant, en vivant. L'air est lourd, une immobilité pesante qui compresse la poitrine. En bas, j'entends mon père bouger. Ses pas lents et mesurés, sa marche un rythme familier. Je finis par sombrer, mais les rêves m'assaillent, aussitôt vifs et précis, me ramenant à ce jour-là, dans la forêt. La voix de Léa résonne, claire et lumineuse m'appelant. Elle court devant moi, ses cheveux blonds scintillant sous les rayons filtrés du soleil à travers les arbres. Elle se retourne, un sourire malicieux aux lèvres. « Allez, ris, tu ne peux pas m'attraper. » Son ton est joueur, taquin, débordant de vie. Puis, la lumière change. L'air devient plus froid, le soleil pâlit et les ombres s'étirent, menaçantes. Son rire s'éteint brusquement, remplacé par un silence si profond qu'il hurle dans mes oreilles. Je la vois, figée un peu plus loin, dos à moi. « Léa ?» Ma voix tremble. Elle se retourne lentement, son visage livide, ses yeux écarquillés de peur. Lorsqu'elle parle, sa voix est basse, pressante, le genre de ton qui ne tolère aucune question. « Ryan, tu dois te souvenir, dit-elle. Ce n'était pas ce que tu crois. Tu dois connaître la vérité. » Avant que je puisse répondre, elle s'élance, disparaissant dans l'obscurité grandissante. La panique m'envahit tandis que je me lance à sa poursuite, la forêt s'épaississant autour de moi, les arbres se refermant comme un étau. J'appelle son nom, mais ma voix semble minuscule, étouffée par ce silence oppressant. Puis, un bruit, un froissement, un grognement sourd, et son cri, perçant, viscéral, déchirant l'air. Les ombres bougent, et quelque chose surgit, quelque chose de grand, rapide, anormal. Je cours plus vite, mais je suis trop lent, je suis toujours trop lent. Je me réveille en sursaut, mon souffle haché, ma peau moite de sueur. La chambre est sombre et inconnue, les ombres projetées par la lune semblant s'étirer et se tordre comme des créatures vivantes. Je me redresse, essayant de calmer les battements affolés de mon cœur, l'écho du cri de Léa encore vibrant dans mon esprit. Puis je l'entends, un grincement léger de l'autre côté de la porte, le son de planches qui craquent sous un poids. Mon pouls s'accélère et je retiens mon souffle à l'écoute. La porte s'ouvre lentement et la silhouette de mon père emplit l'embrasure. Son corps est rigide, ses épaules tendues. Dans sa main, la lame d'un couteau de chasse brille faiblement sous la lueur nocturne. « Papa ?» Ma voix n'est qu'un souffle, tremblant, incertain. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Chut !» siffle-t-il, levant une main. Reste silencieux. J'ai entendu quelque chose. Dehors, près de la cabane, c'était tout proche. Ces mots m'envoient un frisson glacé le long de l'échine. Mon rêve m'agrippe encore, le souvenir du cri de Léa s'enchevêtrant avec cette soudaine réalité. Mon père, debout devant moi, une arme à la main. Je jette un œil à l'horloge sur la table de nuit. Il est un peu plus de 3 heures du matin. Il me fait signe de me lever et j'obéis, me déplaçant aussi silencieusement que possible. Mon cœur bat à tout rompre, mon corps vibrant d'un mélange de peur et d'adrénaline. Mon père ouvre la marche dans le couloir, ses pas mesurés, prudents. La cabane est silencieuse, mais pas un silence ordinaire. C'est un silence qui semble vivant, comme s'il retenait son souffle. Nous inspectons les pièces une à une. Le salon est vide. Ses meubles baignés d'une lumière lunaire fantomatique. La cuisine est exactement comme nous l'avons laissée. Les assiettes du dîner séchant encore sur le comptoir. Rien ne semble déplacé, et pourtant l'air est chargé, lourd d'une présence invisible. Une fois notre inspection terminée sans rien trouver, papa s'arrête dans le couloir, sa poigne toujours aussi ferme sur le couteau. Son visage est tendu, ses yeux scrutant nerveusement les fenêtres. « Il n'y a rien ici », dis-je d'une voix basse, mais assurée, tentant de le ramener à la réalité. « Tu es sûr d'avoir entendu quelque chose ?» Son regard se verrouille sur le mien et ce que j'y vois me glace. Ce n'est pas juste de la peur, c'est une certitude absolue, brute et inébranlable. « Je l'ai entendu, dit-il, sa voix tendue.
Un grognement, profond, tout proche. Ce n'était pas un animal, Ryan, pas comme ceux que j'ai pu entendre avant. Je ravale ma salive, les mots de réconfort que j'étais sur le point de prononcer se dissolvant sur ma langue. Il y croit vraiment. Nous retournons chacun dans nos chambres, mais dormir est désormais hors de question. Allongé sur le dos, fixant le plafond, je tente de rassembler les morceaux de cette nuit étrange. Était-ce son imagination, le produit de trop de nuits blanches et d'un deuil mal cicatrisé? Ou bien y avait-il réellement quelque chose, dehors, tapis dans l'obscurité, nous observant, attendant son heure? En bas, je l'entends bouger de nouveau, arpenter le sol, vérifier les verrous, sa paranoïa se répandant dans le silence. Je ferme les yeux, mais les ombres du passé s'accrochent à moi, murmurant des vérités que je ne suis pas prêt à entendre. Peu importe ce que demain nous réserve, une chose est sûre, quelque chose, dans ces bois, nous attend. Et ce n'est plus seulement le passé que nous traquons. Le matin arrive, pâle et fragile, sa lumière terne se glissant à travers les fenêtres de la cabane. Je me traîne hors du lit, mes muscles endoloris, mon esprit embrouillé par une nuit sans repos. L'odeur du café flotte dans l'air, me guidant jusqu'à la cuisine où mon père est déjà installé devant ses cartes. Le visage creusé par la fatigue, ses yeux rougis me disent qu'il n'a pas dormi du tout. « Salut !» je marmonne, me servant une tasse et laissant la chaleur amère du café s'infiltrer lentement en moi. « Tu as dormi un peu ?» Il ne lève même pas la tête. « Pas vraiment », murmure-t-il, lointain. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'ai entendu cette nuit. Je m'appuie contre le comptoir, essayant de chasser le poids qui s'accroche encore à moi après mes cauchemars. « Papa, on est en pleine forêt. Ça aurait pu être n'importe quoi. Un coyote, un raton laveur peut-être. » Cette fois, il me regarde, et dans ses yeux, il y a une netteté qui me surprend. Ce n'était pas juste un animal, Ryan. Tu ne l'as pas entendu, moi aussi. C'était différent. Je pousse un soupir, déjà épuisé par cette conversation. Très bien, papa. Alors, c'est quoi le plan aujourd'hui? Il désigne l'étalage de cartes et de notes devant lui, un chaos reflétant l'état de ses pensées. Je veux suivre les traces qu'on a trouvées hier. Elles pourraient nous mener quelque part. D'accord, dis-je, résigné. Préparons nos affaires. Nous passons la matinée à rassembler notre équipement, mon père méthodique, presque obsessionnel, vérifiant chaque détail à plusieurs reprises. Son esprit est focalisé, chaque geste précis et intentionnel, tandis que le mien dérive sans cesse vers Léa. Sa voix dans mon rêve, tu dois connaître la vérité, tourne en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Quelle vérité? Et pourquoi ai-je l'impression qu'elle cherchait à me mettre en garde contre quelque chose que je refuse d'affronter? Aujourd'hui, la forêt semble différente. L'air vif et le bruissement des feuilles auraient dû m'apaiser. Mais ce n'est pas le cas. Une tension flotte dans l'atmosphère, transformant ces bois familiers en un territoire hostile, comme un prédateur attendant son moment pour frapper. Papa marche devant, scrutant le sol, les arbres, l'horizon. Son fusil est accroché à son épaule, mais je vois à la façon dont ses doigts s'atressaillent qu'il est prêt à le saisir à la moindre alerte. Il s'arrête fréquemment, s'accroupissant pour examiner des branches cassées, des empreintes à peine visibles dans la terre, ou encore des griffures sur l'écorce. Pour moi, tout cela ressemble au simple désordre de la nature, mais pour lui, chaque marque est un indice potentiel. « Regarde ici, dit-il en désignant une branche brisée. Tu vois comme la cassure est nette? Trop précise pour un ours ou un cerf, c'est quelque chose de plus gros qui a fait ça. » Je m'accroupis à ses côtés, plissant les yeux en direction de la branche. « Ça ressemble à une branche, papa, dis-je en essayant de masquer mon scepticisme. Sa mâchoire se contracte. Tu ne fais pas attention, c'est intentionnel, c'est quelque chose de fort qui a fait ça. Ou peut-être qu'elle est simplement vieille. Je rétorque en me redressant. Les tempêtes, le vent, d'autres chasseurs, ça pourrait être n'importe quoi. Il me fusille du regard, son irritation évidente. Je sais ce que je cherche, Ryan. Ce n'est pas un hasard. Je ne discute pas, ça ne servirait à rien. À la place, je change de sujet. Papa, j'ai fait un rêve cette nuit, à propos de Léa. L'air entre nous se fige. Il se redresse, son corps tout entier se tendant. Quel genre de rêve? Qu'as-tu vu? Sa voix est chargée d'urgence, une lueur d'espoir perçant dans ses yeux fatigués. C'était étrange, je commence. Nous étions dans la forêt comme maintenant. Elle courait devant moi, riant comme avant, mais tout a changé. La lumière a pâli, et elle s'est arrêtée. Elle avait peur. Elle m'a dit que je devais connaître la vérité, que ce n'était pas ce que je croyais. Ses mains agrippent tout soudain mes épaules, son intensité me prenant de court. La vérité sur quoi? Elle a dit autre chose? Tu l'as vu? Je me recule, mal à l'aise. Papa, ce n'était qu'un rêve. Je n'ai rien vu de plus. Elle a couru et je me suis réveillé. Il secoue la tête, frustré. Les rêves ne sont pas juste des rêves, Ryan.
Parfois, ce sont des souvenirs qui essaient de remonter à la surface. Tu dois essayer de te souvenir. Je soupire, me massant les tempes, alors qu'un mal de tête commence à poindre. J'essaie depuis des années. Tout ce que je garde de ce jour-là, ce sont des morceaux, brisés, flous. Le rêve semblait réel, mais il ne m'apporte aucune réponse. Les épaules de papa s'affaissent, sa prise se relâche. Il recule d'un pas et passe une main dans ses cheveux grisonnants. « Tu n'essaies pas assez fort, murmure-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Ces mots me blessent, même si je sais qu'il ne le veut pas. J'essaie, papa. Mais parfois, il n'y a juste pas de réponse. » Il ne répond pas. Il tourne simplement la tête vers la forêt, le regard perdu quelque part au-delà des arbres. Pendant un instant, je revois l'homme qu'il était autrefois. Le père, solide, fiable, capable de tout réparer, de tout comprendre. Mais cet homme n'existe plus, enterré sous des années de chagrin et d'obsession. Il ne reste qu'un fantôme, à la poursuite d'autres fantômes qui n'existent peut-être même pas. Le soleil couchant saigne dans le ciel, une lente hémorragie d'or et de pourpre, alors que nous retournons à la cabane. Les arbres semblent se pencher sur nous, projetant des ombres déchiquetées qui griffent la terre. L'air s'est fait plus vif, mordant à travers ma veste, mais je la resserre autour de moi, comme si cela pouvait me protéger de plus que du froid. Papa marche devant, les épaules voûtées, le visage fermé par l'épuisement et quelque chose de plus sombre. Il ne dit pas un mot. De retour à la cabane, le silence nous suit à l'intérieur, pesant, omniprésent. Nous rangeons notre équipement sans un bruit. Papa marmonne qu'il doit vérifier ses notes, puis disparaît dans sa chambre, refermant la porte derrière lui avec une fermeté qui n'invite à aucune conversation. Je reste là un instant, fixant cette porte close, avant de me décider. Je ne peux plus supporter de ne pas savoir. Peut-être que les réponses sont quelque part ici, sous nos yeux. L'air de l'attique est glacial, aussi froid qu'une tombe. La poussière flotte en suspens, révélée par la faible lueur de la lune qui filtre à travers une fenêtre fêlée. Parmi les vestiges oubliés de notre passé, je tombe sur une boîte usée par le temps. À l'intérieur, des photos jaunies, des documents froissés et un journal dont la couverture porte l'écriture reconnaissable de mon père. Mon estomac se noue alors que je tourne les pages. Ce journal ne parle pas seulement du dogman, cette obsession qui le dévore depuis des années. Il parle aussi de Léa. Les premières 9 phrases liées sont claires, mais à mesure que j'avance, l'écriture devient saccadée, frénétique, comme gravée dans le papier par une main tremblante. Puis, un passage me glace. Daté de quelques jours après la mort de Léa, il dit « 15 juin 2013 ». Ça ne devait pas se passer comme ça. Les garder près de moi, Franck. Je n'arrêtais pas de me le répéter. Mais j'ai échoué. Léa est partie, et c'est ma faute. Je l'ai entendu crier. J'ai vu les ombres. J'ai couru vers elle, mais il était là. Trop rapide, trop fort. Mes mains, du sang partout. Personne ne me croira. Bon sang, moi-même, je n'arrive pas à y croire. Je dois le retrouver. Je dois protéger Ryan. Je dois réparer ça. Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Les mots pèsent, comme du plomb dans ma poitrine, chaque phrase plus lourde que la précédente. Je suis si absorbé que je n'entends pas la porte de l'attique grincer. La voix de mon père fend soudain l'air comme une lame. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix est tranchante, mais sous la colère, j'entends autre chose, de la peur. Je me retourne d'un bond et le vois dans l'encadrement de la porte, pâle comme un spectre, les yeux écarquillés. Le journal tremble entre mes mains, alors que mon cœur tambourine contre mes côtes. J'ai trouvé ça... Je voulais juste comprendre. Il est sur moi, en un instant, plus rapide que je ne l'ai jamais vu bouger. Il m'arrache le journal avec une telle force que je vacille en arrière. Sa poigne est crispée, ses jointures blanchies par la tension. Tout son corps tremble. « Tu n'en avais pas le droit », gronde-t-il, sa voix se brisant sur le dernier mot. « Papa, je veux juste savoir la vérité. » Je hurle, ma frustration éclatant enfin. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Léa ? Son visage se tord sous l'effet de la rage, mais sous cette colère brute, je perçois autre chose, de la douleur. Avant que je ne puisse réagir, ça m'infuse. La gifle claque dans l'air, résonne à travers l'attique. Une brûlure explose sur ma joue, mon équilibre vacille. Je recule, une main portée à mon visage, alors que le choc me cloue sur place. Un silence lourd s'installe. Papa reste figé, haletant, serrant le journal contre lui comme s'il était la seule chose qui le maintenait debout. « Je suis désolé », finit-il par dire, la voix rauque. « Je ne voulais pas... Il s'interrompt, les mots s'éteignant sur ses lèvres. Il détourne le regard, ses épaules s'affaissant sous un poids invisible. Ma joue brûle encore sous l'impact, mais ma voix, contre toute attente, reste stable. « Qu'est-ce que tu me caches, papa ? Que s'est-il réellement passé ce jour-là » Sa tête se redresse d'un coup, ses yeux sombres, étincelants de colère. « Laisse tomber, Ryan, » prévient-il d'une voix basse et tranchante. « Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. » Puis il s'en va, quittant l'attique à grandes enjambées, me laissant seul dans la poussière et l'ombre, l'esprit en vrac et la joue en feu.
Les mots du journal résonnent dans ma tête. Léa qui crie. Les ombres, du sang partout. Qu'est-ce que papa a vu dans ces bois? Et pourquoi a-t-il si peur que je découvre la vérité? Ado, cette nuit-là, je garde le fusil près de moi, son poids froid contre ma peau, me procurant un semblant de réconfort. Ce n'est pas le dogman qui me terrifie maintenant. C'est papa, son regard de tout à l'heure, une lueur à la fois brute et brisée, mélange de fureur et d'effroi qui a imprégné l'air bien après son départ. Ma joue me lance encore, et chaque fois que je ferme les yeux, je revois cette expression hantée. La vieille cabane craque et gémit autour de moi, chaque bruit amplifié dans le silence pesant. Mais le sommeil finit par me happer, m'entraînant dans ses profondeurs incertaines. Le rêve m'attend, comme toujours. Cette fois, je suis de nouveau dans la forêt, courant après Léa. Son rire résonne entre les arbres, léger et insouciant, mais quelque chose cloche. Son éclat sonne creux. Pourtant, je cours, mes jambes endolories, mon souffle s'échappant par saccades. « Ryan, attrape-moi !» appelle-t-elle, sa voix joueuse mais lointaine. « J'arrive, Léa !» Je crie, mais mes mots semblent étranges, étouffés, comme si la forêt elle-même les engloutissait. Les arbres se resserrent, leurs branches noueuses, tendues comme des griffes. Devant moi, la silhouette de Léa apparaît, sa chevelure dorée irradiant d'une lueur pâle dans la pénombre. Un soulagement fugace me traverse en la voyant s'arrêter et se retourner. Mais l'expression sur son visage anéantit aussitôt ce sentiment. Ses yeux sont grands ouverts, emplis de terreur. « Léa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je demande, mais ma voix tremble sous le poids d'une peur sourde. « Derrière toi » murmure-t-elle, à peine audible. Ses lèvres bougent à peine. Je me retourne, la gorge nouée par l'angoisse. Dans les ombres, ça et là. Une forme indistincte, mouvante, comme si elle ne tenait pas tout à fait en place. Ni homme, ni bête. Une présence qui m'enveloppe d'une terreur glaciale, paralysant chaque muscle de mon corps. La créature bouge, et je me réveille en sursaut, le souffle court, paniqué. Mais quelque chose ne va pas. Je ne suis pas dans mon lit. Le sol sous moi est froid et humide. Une odeur âcre de terre et de décomposition flotte dans l'air. L'adrénaline me submerge alors que je me redresse d'un bond, mes yeux cherchant des repères. La lune projette juste assez de lumière pour révéler l'ampleur de ma situation. Je suis en pleine forêt, d'une manière ou d'une autre, dans mon sommeil, j'ai quitté la cabane. Lentement, mon environnement prend forme, une sorte de clairière obscure, enserrée par des racines tortueuses et une terre marquée de profondes entailles. Une tanière, ancienne, oubliée. Les parois de l'antre sont striées de griffures profondes, leur sens indéchiffrable mais indéniablement sinistre. Et je ne suis pas seul. L'air est lourd, oppressant, et une sensation indescriptible me submerge, celle d'être observé. Mon cœur bat à tout rompre alors que je titube en avant, cherchant désespérément un repère familier. Mon pied bute contre quelque chose, et quand je baisse les yeux, je me fige. Des lambeaux de tissu pendent d'une branche acérée. Un rose vif, reconnaissable entre mille. C'est la veste de Léa, ou du moins ce qu'il en reste. Effilochée, rongée par le temps, mais sans l'ombre d'un doute, c'est bien la sienne. La vision de ce vêtement foudroie mon esprit, envoyant mes pensées dans un chaos incontrôlable. Qu'est-ce que cet endroit? Pourquoi est-ce ici? Un bruissement trouble le silence, et un frisson glacé me traverse l'échine. Je pivote brusquement, cherchant à agripper mon fusil. Mais mes mains ne trouvent que le vide. Bien sûr, je ne l'ai pas. Comment l'aurais-je pu? Ma respiration se fait hacher, précipitée. Une silhouette émerge des ombres. D'abord, je ne distingue qu'une forme, et redoute le pire. Mais la lumière de la lune glisse sur lui, révélant des épaules voûtées, la silhouette usée d'une veste que je connais trop bien. « Papa !»« Ryan !» Sa voix claque, tranchante, presque paniquée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je sais pas. » Je balbutie, la gorge nouée. « J'ai dû encore marcher dans mon sommeil. » Son regard se plisse, dérivant du tissu déchiré dans mes mains aux parois griffées autour de nous. Une ombre passe sur son visage. Quelque chose de profond, de terrible. « Tu n'as pas marché dans ton sommeil depuis des années, » dit-il, un ton accusateur dans la voix. « Comment t'as trouvé cet endroit ?»« J'en sais rien, » je réplique, plus fort cette fois. « Je viens de me réveiller ici. » Mais il ne m'écoute plus. Son attention est rivée sur l'étoffe de la veste de Léa. Et je le vois se briser, quelque chose en lui se fendre. Son teint vire au gris, et il recule, comme si cette seule vision l'écrasait de son poids. « C'est ici que ça s'est passé, » murmure-t-il d'une voix tremblante. « C'est ici qu'on l'a retrouvé. » Je le fixe, incapable de donner un sens à ces mots. « Retrouver, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as toujours dit que... » « J'ai menti, lâche-t-il, brutalement, sa voix écorchée. « J'ai menti pour te protéger. » « Me protéger de quoi ?» Je hurle, ma voix se brisant sous l'émotion. «
Qu'est-ce que tu me caches ?» Il se tourne vers moi, le visage tordu par le chagrin et la rage. « C'était toi, pas vrai ?» chuchote-t-il. Son murmure est si faible que je crois d'abord l'avoir imaginé. « Tu l'as toujours su. Tu as toujours su. »« Papa, de quoi tu parles ?» Je recule d'un pas, sentant un abîme s'ouvrir entre nous. Ses yeux brillent d'une lueur démente. « Tu étais le monstre. Le souffle me manque. Tu as tué Léa. » Les mots tombent comme un coup de massue, absurde, insoutenable. « Tu t'entends ?» Je m'étrangle. « J'étais un enfant. Je pouvais pas... » « Tu as toujours été différent, » gronde-t-il en avançant vers moi. Je ne voulais pas y croire, mais maintenant, tout s'explique. Il me fixe comme s'il me voyait pour la première fois. « Tu nous as ramenés ici. » Sa voix est un souffle empoisonné. « Tu te souviens, pas vrai ? Tu t'es toujours souvenu. »« Arrête !» je crie, mon cœur battant à en exploser. Il lève son fusil. Le temps ralentit. « Papa, tu perds la tête. Tu as besoin d'aide. » « Je peux pas laisser ça continuer, » murmure-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Ses mains se crispent sur l'arme. Je dois en finir. Un instant d'éternité. Le canon se braque sur moi. L'instinct prend le dessus. Je bondis sur lui. La lutte était frénétique, désespérée. Nos respirations rauquent dans l'air glacé. Il est plus fort que je ne l'aurais cru, poussé par une folie que je ne reconnais pas. Il me repousse violemment. Je trébuche, mon pied accrochant une racine, et m'écrase au sol, le souffle coupé. Au-dessus de moi, son ombre s'étire dans la lueur pâle de la lune. Il vise. Son visage n'est plus que douleur et détermination. La détonation explose dans la nuit, un coup de tonnerre déchirant le silence. Je roule sur le côté, le souffle court. La balle frôle ma tête, percutant l'écorce d'un arbre dans un éclat sec. Des éclats de bois me griffent le visage, mais déjà, je suis sur mes pieds. Je cours. Les branches fouettent mes bras, lacèrent mes vêtements, ma peau. Mais la peur me porte, viscérale, absolue. « Papa, arrête !» Je hurle dans la nuit, ma voix brisée. « C'est moi ! C'est Ryan !» Un second coup de feu retentit. Une autre balle éclate contre un tronc, juste devant moi. Il ne m'écoute pas. Ou pire encore, il s'en fout. L'homme qui dévale la forêt derrière moi, écrasant les feuilles mortes sous ses pas précipités, ce n'est plus mon père. La douleur et la folie l'ont transformé en autre chose, en un monstre. Mes poumons me brûlent alors que je cours, mon cœur martelant contre mes côtes. Le terrain devient plus traître. Des rochers surgissant de la terre, des racines s'emmêlant sous mes pas. Je ne sais pas où je vais, juste loin d'ici. Mais la forêt semble infinie, un labyrinthe d'ombres et de menaces. Puis je l'aperçois, un promontoire rocheux, émergeant comme une île dans cette mer de chaos. C'est ma seule chance. Je grimpe à toute vitesse, mes mains et mes genoux s'écorchant contre la pierre rugueuse. L'affleurement m'offre un abri, un bref répit. Je plaque mon dos contre la roche froide, luttant pour calmer ma respiration saccadée. Tout est étrangement silencieux à présent, à l'exception du craquement de ses bottes sur le tapis de feuilles mortes. Il est proche, trop proche. « Sors de là, Ryan !» La voix de mon père est rauque, déchirée entre la colère et le désespoir. On doit en finir. Je me presse plus fort contre la pierre, comme si je pouvais disparaître en elle. Mon esprit s'emballe, cherchant désespérément une issue. Peut-être puis-je le désarmer, lui faire entendre raison. Peut-être qu'il reste en lui une part qui se souvient encore que je suis son fils. Je jette un coup d'œil au coin du rocher. Il est là, le fusil levé, sa silhouette découpée par la lueur blafarde de la lune. Il avance lentement, méthodiquement, scrutant les ombres. Je prends une inspiration profonde, rassemblant mon courage. C'est ma chance. Il suffit que je sois prudent. Je me glisse hors de ma cachette, chacun de mes pas mesurés, évitant les brindilles sèches et les feuilles craquantes éparpillées sur le sol. Mon pouls bat à mes tempes, couvrant presque le son de ses propres pas. Je suis tout près, puis tout bascule. Un craquement retentit sous mon pied, une branche brisée. Mon père se retourne, ses yeux fous s'accrochant immédiatement aux miens. « Ryan !» hurle-t-il, pivotant pour me mettre en joue. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Je fonce sur lui. Nos corps s'entrechoquent. La lutte est frénétique, chaotique. Sa force me surprend, amplifiée par sa rage démente, par autre chose encore. « Papa, arrête !» je crie, ma voix brisée. « S'il te plaît, c'est moi. » Mais il n'arrête pas. Ses doigts se referment plus fort sur le fusil et je sens le métal froid glisser contre mes mains en sueur. Dans la panique, le coup part. L'explosion est assourdissante. Un instant, suspendu dans le temps. Puis la douleur me frappe, brutale, insoutenable. Une brûlure atroce s'embrase dans mon abdomen, me coupant le souffle. Je titube, mes mains se portant instinctivement à la blessure. Un flot de sang chaud s'échappe entre mes doigts, imbibant les lambeaux de mon t-shirt. Le fusil tombe au sol. Mon père recule, horrifié. « Mon Dieu !» murmure-t-il, trébuchant vers moi. « Ryan, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je m'écroule à genoux, le monde basculant autour de moi.
La douleur est inimaginable, un brasier ardent me dévorant de l'intérieur. Mais quelque chose change, la souffrance se transforme. Elle devient autre chose, plus profonde, plus ancienne. Quelque chose grimpe en moi, griffe ma chair, déchire mon humanité. Ma vision se brouille, puis tout devient plus net, trop net. Les contours du monde se redéfinissent avec une acuité surnaturelle. Je baisse les yeux. Mes doigts, glissants de sang, ne sont plus des doigts. Ils s'allongent, se tordent, se métamorphosent. Quelque chose d'inhumain prend forme. Mon père recule, son visage une peinture d'effroi. « Non, balbutie-t-il. Non, c'est impossible. » Mais c'est réel. En quelques secondes, tout est fini. Je ne suis plus humain. Mes sens explosent. L'odeur de la peur qui émane de lui est un parfum enivrant. Un grondement bestial monte de ma gorge, profond, menaçant. La vérité m'écrase. Je suis ce qu'il a toujours redouté. Je suis ce qu'il a toujours chassé. Je suis le monstre, le dogman. Mon père ne bouge pas. Peut-être ne peut-il pas. Peut-être sait-il qu'il est déjà trop tard. Sa peur le cloue sur place, mais il y a autre chose dans ses yeux. Une résignation, comme si ce moment était inévitable. Je bondis. L'instinct prend le dessus. L'attaque est fulgurante, brutale. Mes griffes déchirent dans sa chair sans effort. Son cri résonne dans la forêt, atroce, déchirant. Mais mes propres grognements l'éclipsent. La chair se rompt. Les os craquent sous ma force. Le monde entier devient rouge. Puis, enfin, le silence. Le calme après la tempête. Le monstre s'efface aussi vite qu'il est venu. La transformation se renverse. Je redeviens humain, tremblant. Number couvert de son sang. Son corps est là, méconnaissable. Mes mains frissonnent. Elles sont humaines. Et pourtant, la blessure dans mon ventre disparut. Comme si elle n'avait jamais existé. Mais ce que j'ai fait, ce que je suis, je ne peux pas l'effacer. La forêt me regarde. La forêt sait. Et moi, je ne suis plus le même. L'aube perce à travers les arbres alors que je creuse la terre, mes doigts à vif. J'enterre mon père. Je murmure des excuses. Mais elles sont creuses, futiles. Le sol se referme sur lui. Je m'éloigne, titubant. Le soleil monte à l'horizon, baignant la forêt dans une lumière spectrale. Je ne sais pas où je vais, ni ce que je vais devenir. Mais une chose est certaine, je ne pourrai jamais revenir en arrière.